Télévision, des livres et de la langue française dans Quotidien ce soir. Surveillez votre langage. Voici Bernard Pivot. Bonsoir Bernard Pivot. Cette musique, Rachmaninoff, concerto numéro 1. c'était le générique d'Apostrophe. Quand vous l'entendez, ça provoque quoi? C'est quoi le mot qui vous vient à l'esprit? Du plaisir. Ok, plaisir. Oui, plaisir. Non, pas de nostalgie. Moi c'est Madeleine, vous c'est plaisir. Oui, c'est plaisir. Bernard Pivot, bienvenue sur le plateau de Quotidien. On a appris tout à l'heure, juste avant l'émission, la mort de Tom Wolfe, l'inventeur du journalisme moderne, c'est lui. Oui. Et vous l'aviez rencontré en 88 sur le plateau d'Apostrophe. Je voulais qu'on voie un extrait. Pour le bûcher des vanités. C'est ça. Dans votre texte en américain, vous citez sans cesse des mots français. Alors j'ai relevé l'expression tout le monde, esprit de corps, esthétique de l'abattoir, objet, bibelot. L'addition, monsieur, en français. Oui, c'est vrai. Mais enfin, presque à chaque fois, je parle des termes à la mode à New York. C'est un peu du snobisme. Et en fait, en matière de goût, pour tout ce qui est de l'intellect, de tout ce qui est culture, en fait, à New York et aux États-Unis, on est finalement la dernière petite colonie soumise à l'Europe, en quelque sorte. Ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est de reproduire la voie de la mode et du snobisme. C'était aussi l'écrivain le mieux habillé du monde. Ah oui, toujours en blanc, en blanc. Pourquoi vous avez sursauté en voyant Lévi-Strauss? Parce que je trouve que j'étais un peu gonflé de mettre sur le même plateau Lévi-Strauss et Tom Wolfe. Mais je pense que ça a dû plaire à Lévi-Strauss, finalement, l'anthropologue, d'avoir un spécimen un peu bizarre de la société new-yorkaise. Si vous aviez un livre à conseiller de Tom Wolfe? Le bûcher des vanités. Enfin, je ne les ai pas tous lus, je sais qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs. Mais c'est un roman, et il a fait surtout des reportages avant. C'était un homme de journaliste. Son génie, c'est d'avoir, disons son grand talent plutôt, c'est d'avoir appliqué au reportage les techniques de la fiction. C'est-à-dire que le monologue intérieur, les dialogues, il a introduit tout ça dans le reportage, et c'était tout à fait nouveau à l'époque. Alors comme ça, vous faites du stand-up? Non, pourquoi? Si, un peu. Ouais, si vous voulez, oui, mais j'aime pas ce mot. Un seul en scène, en tout cas. Oui, voilà. Seul en scène. Voilà. Je commence à me faire engueuler parce que je dis des mots anglais. Ouais. Est-ce que vous aimez ça? Ah oui. Écoutez, j'ai découvert une chose, mais alors sur le tard, vraiment sur le tard de ma vie, que faire rire les gens, ce que vous faites, vous, et ça donne un plaisir formidable. Moi, j'ai jamais à la télévision, je parlais, vous voyez, avec Lévi-Strauss, bon. Vous avez toujours été un peu cabot. Oui, non, cabot, c'est peut-être pas le mot, mais je veux dire, j'aimais beaucoup amener un peu de fantaisie dans la conversation, même quand elle était un peu grave. Mais quand vous avez fini une émission de télévision, vous ne savez pas si les gens sont contents ou pas contents. Alors ici, ceux-là, oui, ils sont contents parce qu'ils applaudissent sans arrêt. Voilà, vous applaudissez, voilà. Bon, alors, ils sont tout seuls, hein. Alors que dans mon émission, Apostrophe Bouillon de Culture, il n'y avait pas de gens qui applaudissaient. Et donc, on ne sait pas à la fin de l'émission si le public est content ou pas content. Est-ce que vous êtes devant une salle de 200, 300, 400 personnes, vous les voyez vivre, vous les voyez, vous les entendez applaudir, et surtout, vous les entendez rire. Parce que l'applaudissement peut toujours être un peu truqué. Vous avez vu, là, j'ai fait ça, tout le monde a applaudi. Tandis que le rire, il est spontané ou il n'existe pas. Et alors, entendre les rires des gens, ça, c'est formidable. Au secours, les mots m'ont mangé. Ça va se passer au Lucernaire à Paris à partir du 29 mai. C'est l'histoire d'un écrivain qui a réussi puisqu'il est invité à Apostrophe et qui a reçu le concours et qui a l'impression d'être mangé par les mots. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être mangé par les mots? Parce que les écrivains sont les maîtres des mots, bien entendu, c'est leur pitance de tous les jours, mais en même temps, les mots sont des petits malins, ils s'introduisent dans l'esprit, dans la tête des écrivains, jour et nuit. Souvent, ils s'installent, ce sont des fourmis, ce sont des guêpes. Et ce sont des mots précis? Quel genre de mots peut vous manger? Par exemple, vous cherchez un mot, il y a un mot qui ne vous satisfait pas dans une phrase, et pendant une heure, vous allez chercher un autre mot. Il faut toujours se méfier, par exemple, des mots qui arrivent trop vite. Les mots qui arrivent. C'est pas le bon. Mais non, parfois si, mais parfois non. Il y a des mots qui sont des m'as-tu vu, des m'as-tu lu. Et parfois le vrai mot, le mot exact, c'est celui qu'il faut aller chercher derrière et qui est un mot timide, réservé. Et c'est celui-là qui est le meilleur. Alors donc il y a une bataille avec les mots, et les mots ne se livrent pas comme on pourrait le croire, comme ça aux gens. Non, pas du tout. Ils sont souvent rétifs, ils sont souvent. Il faut les aimer, voilà.
Vous parlez de l'amour des mots, vous parlez aussi de la crainte des mots. Pourquoi la crainte ? Un peu, on vient d'en parler. C'est-à-dire qu'il faut la crainte, c'est est-ce qu'on emploie le mot juste, est-ce qu'on emploie est-ce qu'on va se faire comprendre, est-ce qu'on va se faire, est-ce que la manière dont on raconte une histoire, que ce soit qu'on soit journaliste ou qu'on soit écrivain, est-ce qu'elle va être, est-ce qu'elle va être perçue, est-ce qu'on va la comprendre. Donc il y a toujours ce besoin, en tout cas chez le journaliste que je suis toujours, c'est-à-dire le besoin de se dire est-ce que ce que je raconte va vraiment être compris. Vous posez la même question, vous aussi. Et il y a des gens qui ont peur des mots aussi. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont peur des mots ? Qu'il faut, il faut les consulter dans les dictionnaires, il faut les écrire, il faut voir quels sont leurs sens, il faut les aimer, c'est tout. Voilà. Vous parlez des mots chèvres. Oui, c'est quoi des mots chèvres ? Les mots chèvres sont des mots têtus, rebelles, comme ça, qui ne se laissent pas. Et par exemple, un mot chèvre. Je sais pas, un mot chèvre, par exemple, sagacité, par exemple. Sagacité, c'est pas un mot qu'on emploie facilement. Non. Bon, sagacité, il faut le trouver. Donc c'est un mot chèvre. Mais non, en vérité, quand j'étais enfant, je notais sur des bouts de papier des mots. Vous faisiez des listes ? Oui, voilà, que j'aimais beaucoup. Et il y avait des mots chèvres, c'est-à-dire que les mots chèvres, ils faisaient comme les biquettes, ils n'en faisaient qu'à leur tête et ils s'échappaient. Voilà, c'est ça alors, les mots chèvres. Et puis après, quand on prend de l'âge, évidemment, les mots chèvres, on arrive à les retenir un peu plus. Le gros mot préféré, votre gros mot préféré, c'est quoi ? Il n'est pas très original, c'est merde ou putain, je sais pas, non. Oui, non, il n'est pas très original, non. oui. Mais non, parce que vous dites que les gros mots vous font grandir plus que les autres. Oui, quand on est enfant. En quoi merde ou putain vous fait grandir plus que les autres ? Mais quand vous avez 12 ans, 10 ans, 8 ans, maintenant 12 ans, non, ils ont vu des films porno, non. Mais à 8 ans. Pas tous. Mais à 8 ans, dans ma génération, à 8 ans, 9 ans, comme ça, les gros mots, cul, putain, merde, c'était des mots qui... interdits. Les mots interdits. Mais oui, vous aviez des chansons à l'époque qui étaient interdites. Le gorille de Georges Brassens était interdit à l'époque, parce que c'était pas possible d'entendre des choses pareilles. Donc, les mots, quand on a 10-12 ans, encore une fois, dans ma génération, pas dans la leur, dans ma génération, les mots, vous donnez... Ils n'ont pas 12 ans, vous donnez du poil au menton. Vous donnez du poil au menton beaucoup plus vite. Vous faisait grandir, voilà. Désinvolte. C'est un mot qui fait rêver votre personnage. Oui, oui. Le mot désinvolte. Mais ça, c'est un vrai mot sur lequel j'ai rêvé quand j'étais enfant. Et j'ai vraiment eu envie... C'est un mot chèvre ou pas ? Non. Mais j'ai toujours eu envie d'écrire un roman qui serait intitulé, parce que je trouve que c'est un titre merveilleux. Désinvolture. La vie désinvolte. C'est un beau titre, non ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce mot ? Désinvolte. La désinvolture, quand même, c'est quelque chose, ça a de la grâce, de l'allant, la désinvolture. C'est quand même se faufiler à travers les règles, c'est quand même ne pas se plier à toutes les contraintes. Donc la désinvolture, comme ça. Alors l'élève désinvolte, évidemment, c'est un je m'en foutiste. Mais après, c'est avoir un peu de désinvolture dans la vie, je trouve que c'est une bonne chose. Prononcez le mot F-E-M-M-E. Oui, écoutez, l'instituteur qui dit à ses élèves la première fois, alors F-E-2-M-E se prononce femme. Alors, il y a souvent un élève qui dit, mais il n'y a pas de A dans femme. C'est un E. Non. Et l'instituteur répond, oui, c'est comme ça, le E de femme se prononce A. Et l'élève se dit, à part lui, ouh, je sens qu'avec les femmes, ça va être compliqué. On entend tout le temps que les gens ne lisent plus. Est-ce que c'est ce que vous constatez ? Ils lisent moins. Et pas plus. Non, ils lisent pas plus. Non, il y a plus ce qu'on appelle, c'est autrefois des gros lecteurs. Vous savez, des types qui vraiment lisaient beaucoup, que dès qu'ils étaient à la retraite, ils lisaient énormément. Ça a un peu disparu. Il y a beaucoup plus de gens qui lisent quand même. Et un gros lecteur lit combien de fois par jour et combien d'heures par jour ? C'est pas ça, parce qu'un jour on lit pas. Combien de livres par jour, par mois, par mois. Un gros lecteur, il va lire 10 à 12 livres par mois. Donc ça, c'est un gros lecteur. Mais il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Mais il y a beaucoup plus de gens qui lisent. C'est-à-dire que la pyramide de la lecture, le haut, où il y avait les gens qui lisaient beaucoup, elle est coupée, mais la base s'est élargie, il y a de plus en plus de gens, parce qu'évidemment, à cause de l'éducation nationale, parce qu'il y a plus de gens qui savent lire et écrire, bien sûr. Il y a des gens qui ont peur de lire, qui se disent c'est trop gros, c'est trop tard, c'est trop long. Vous leur dites quoi ? Je suis trop vieux, j'ai pas lu Proust, je suis trop vieux, je laisse tomber.
Oh ben, on n'est pas obligé de lire Proust. Hein. Proust ou un autre. Oui, un autre. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont peur? S'ils ont 80 ans, je leur dis, écoutez, vous avez raté quand même une belle chose dans votre vie, vous avez beaucoup raté. Si. C'est pas encourageant. Mais si, parce que... On peut lire Proust à 80 ans. Oui, mais si vous n'avez pas lu avant, vous n'allez pas lire Proust à 80 ans, ça, croyez-moi. Non, ça je n'y crois pas. Mais ce qu'il faut encourager, c'est les jeunes gens à lire, parce qu'ils découvriront des choses extraordinaires. Lire, c'est se frotter à des personnages qu'on ne connaît pas, à des idées qu'on ne connaît pas, à des philosophies qui nous sont inconnues, à des civilisations qui sont historiques, à des mentalités qui nous sont étrangères. C'est ça, lire. Sinon, vous restez dans votre petit monde avec votre famille, avec vos petits amis, etc., avec votre petit boulot et avec la télévision le soir, c'est tout. Mais lire, on se fait chier. Mais lire, c'est vous ouvrir au monde. C'est formidable. Et justement, j'ai pas beaucoup lu dans ma vie, je me fais chier, machin. Je veux m'attaquer à un grand classique. Je commence par lequel? Est-ce qu'on commence, je vais vous en proposer, est-ce qu'on commence par Proust, par Balzac, par Dostoïevski, par Baudelaire, par Camus, par Hugo? Moi, je dirais Balzac, Camus, sûrement. Il faut prendre un classique et un plus moderne, donc je prendrais Balzac et Camus. Et puis après, alors Victor Hugo aussi, mais alors Victor Hugo, c'est un océan, donc quoi dans Victor Hugo? Sauf si vous avez plus de 80 ans. Non, mais non. Et puis Dostoïevski, oui, après aussi, et Proust après en dernier, parce que on a beau dire, Proust est plus difficile à lire que Balzac ou Hugo, bien entendu. Beau. Et dans Quotidien et sur scène, dans Au secours, les mots m'ont mangé, c'est du 29 mai au 3 juin, c'est au théâtre du Lucernaire à Paris. Et Bernard Pivot, votre première télé, c'est une remise de prix en 1966. Regardez. Oui. Le jury du prix de la chronique parisienne a attribué ses lauriers pour 1966 à Bernard Pivot, qui depuis 7 ans anime une rubrique du Figaro littéraire. Et on pense que vous avez apprécié la récompense à l'époque. Ah oui. Bernard Pivot a reçu le montant de son prix, son poids en bouteille de champagne. La classe. Mais votre tube, on en parlait pendant la pub, l'émission dont les plus de 30 ans se souviennent tous, c'est Apostrophe. Expliquez à un gamin qui ne sait pas ce qu'était Apostrophe à l'époque, c'était quoi le pitch en une phrase d'Apostrophe? Qu'est-ce que vous avez dit à la chaîne pour vendre Apostrophe? Vous n'avez pas? J'aurais dit, je réunis 4 ou 5 écrivains autour d'une table et on parle. Avec des clopes. Avec des clopes, voilà. Avec du whisky, de l'eau, voilà, bref. Et en direct. En direct. C'était en direct. En direct. Alors ça, c'était à quelle heure? C'était à 21h30. La première d'Apostrophe, c'est en 1975. Vous produisez 700 émissions qui rassemblent jusqu'à 5 millions de téléspectateurs. Un concept simple, vous venez de le dire, une table et autour d'elle, tout ça. Présent ce soir sur le plateau d'Apostrophe, Milan Kundera, Vladimir Nabokov, Georges Simenon, Borges et Leclésio, Jean d'Ormesson, de l'Académie française. Apostrophe, c'est aussi une émission où on s'embrouille, mais avec classe. Un art majeur demande une initiation, pas un art mineur comme ce que les conneries que nous faisons, nous. Mais quel est pour le surréalisme, qui vous avez influencé? C'est rien de mineur, une chanson. Mais si, mon petit gars. Mais si, mon petit gars. Mais qui s'y a le connard, là? Ah non, c'est Béard qui te parle. Oui, mais j'ai bien compris. En quoi est-ce que c'est mineur, une chanson? Ça rencontre oui, des gens? Oui, c'est mineur. Mais non, il n'y a rien de mineur. Parce que si tu rates la peinture... Tu n'as pas besoin d'initiation pour la chanson. Mais c'est aussi une émission où on rit. Une de mes histoires préférées. Une de mes histoires préférées. Non, c'est tout. Oui, on rit. On aurait dû passer dans une autre émission. Il faut parce qu'elle va pas. Il n'y en a pas d'autre. Une émission où on découvre des visages, comme ici une des premières télés d'André Glucksmann et de BHL, c'était en 77. Que la gauche française ne se laisse aller sur une pente que j'appelle la pente de la barbarie, la pente du totalitarisme, ce que vous voudrez, qui sera peut-être un totalitarisme nouveau, souriant, amusant, à visage humain, tout ce que vous voudrez, mais qui sera tout de même de la barbarie, et je redis ça. Vous réalisez plusieurs interviews légendaires avec Marguerite Yourcenar, avec Françoise Sagan ou avec Marguerite Duras à la sortie de L'Amant. C'est intenable. D'être un écrivain, oui. On n'est pas là, quoi. Pas de vie. La vie est ailleurs. C'est un drôle de truc, l'écriture. Vous décrochez des interviews d'auteurs très rares dans les médias, comme avec Alexandre Solzhenitsyn ou Claude Lévi-Strauss. À
quoi servent les ethnologues et au fond, à quoi a servi et à quoi sert Claude Lévi-Strauss? Oui, la dernière, je me chargerai pas de répondre. Et puis il y a cette émission avec Charles Bukowski, une séquence devenue culte. Monsieur Bukowski, est-ce que vous... Non, la réponse est non. Non. J'ai lu ces lettres. Oh, elles sont pas... Bukowski, shut up. Bukowski, je vais te foutre mon poing dans la gueule. Doucement, Kevin, doucement. Au revoir. Au revoir. Ok. Bah, finalement, il tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain. Au revoir, monsieur. Adieu. À peine 3 litres. C'est votre faute, il fallait mettre un faux vin, qu'il fallait mettre de l'eau dedans. Mais il a porté ses bouteilles. Ah, il a porté ses bouteilles. Il a porté ses bouteilles. C'était la télévision qui lui offrait, moi. Est-ce que je peux vous poser la question que vous avez posée à Lévi-Strauss? À quoi sert Bernard Pivot? Informer les gens. Un journaliste, qu'est-ce qu'il est fait, pourquoi? Il est fait pour informer, parfois pour instruire, pour divertir, simplement pour que... ce que j'attendais d'une émission comme celle-ci, c'est que les gens, à la fin de l'émission, soient un petit peu plus curieux, un peu plus ouverts et peut-être un petit peu plus intelligents qu'ils ne l'étaient avant l'émission. Bernard Pivot, je vous propose une dictée, enfin plutôt un quiz. Et pour ça, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui adore les mots difficiles et qui a voulu rester anonyme. La thrombose de l'activité judiciaire. L'Europe est un palimpseste de notre quotidien et ses vicissitudes. Je dirais l'oukase de nulle puissance. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Carabistouilles. Dans la langue française. Alors, il a voulu rester anonyme, ah, oui. mais... vous avez bien fait. Voilà. Alors, je vais vous faire écouter 3 mots, vous devez les épeler et surtout me donner la définition. Vous êtes prêts? Si je ne les connais pas, je ne connais pas tous les mots. Ben, vous me le direz. Ouais. Voici le premier. Alors, vous allez continuer votre logorée. Logorée. Il est facile, celui-là. La logorée, c'est facile. Comment vous l'écrivez? L-O-G-O-2-R-H-E-E. Oui, c'est ça. Il était facile, celui-là. Il était facile, très facile. Est-ce qu'on peut écouter le deuxième mot? Je ne suis pas sûr qu'une partie de ces débats ne soit d'ailleurs pas aporétique. Ce soir? C'était ce mot, aporétique. Aporétique, je ne connais pas. Vous connaissez pas? Non, aporétique, A-P-O-R-E-T-I-Q-E-S. Et la définition, c'est un adjectif relatif à l'aporie, qui est une contradiction insoluble qui apparaît dans un raisonnement. C'est un mot philosophique. Numéro 3. Ce sujet n'est pas un sujet ancillaire. Ancillaire, ancillaire, c'est le... Comment vous l'écrivez? A-N-C-I-2-L-A-I-R-E. S. Oui, ancillaire. Oui. C'était au pluriel. Mais j'accepte le singulier. J'accepte. Et la définition? C'est le personnel. C'est ça. Les mœurs ancillaires. Et là, il l'utilise en juridique, se dit de quelque chose d'accessoire, d'auxiliaire. Ouais. Vous devez adorer quand il parle comme... Oui, j'aimais bien De Gaulle. On aimait beaucoup Charles de Gaulle quand il parlait, vous savez, des carterons, des mots comme ça, des mots rares. Et je trouve que c'est très bien que le président de la République emploie des mots qui ne sont pas des mots de tous les jours, qui incitent les gens à s'instruire, à aller voir dans le dictionnaire ce que ça signifie. J'aurais dû aller voir ce mot-là, mais je n'ai pas entendu ce discours-là. Donc le aporétique. Oui, voilà. Playlist. D'habitude, c'est une playlist de musique. On va faire musique et mots. OK pour vous? La playlist. Le mot que vous aimez utiliser le plus en ce moment, c'est... J'ai employé tout de suite au début, plaisir. C'est ça, c'était plaisir. Mais plaisir parce que c'est le printemps et donc le mois de mai, c'est le plaisir du soleil retrouvé, le plaisir des femmes qui ont abandonné la laine, donc qui ont les épaules découvertes, etc. C'est le plaisir des nouvelles feuilles aux arbres, c'est le plaisir, c'est le plaisir des fraises en attendant les cerises. De la baguette. Et de la baguette. La baguette, c'est... Ça n'a rien à voir avec le printemps, oui, non, là je m'égare. Le plus beau mot de l'histoire des mots pour vous, c'est... Aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, parce que c'est le mot des journalistes.
vous puisez toute la matière de vos émissions dans ce qui se passe aujourd'hui, dans l'actualité. On a vu tous les correspondants à Gaza et ailleurs, à Cannes. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fournit nos articles, nos émissions de radio, nos émissions de télévision. Et puis alors, le mot aujourd'hui est un mot extraordinaire parce que 8, ça veut dire déjà jour. Donc c'est un pléonasme aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Et quand on dit au jour d'aujourd'hui, c'est un double pléonasme. C'est assez extraordinaire. Donc, et puis alors, moi, ce mot a quand même une vertu à mes yeux, c'est qu'au milieu, il y a une apostrophe. Voilà. La plus belle chanson de l'histoire de la chanson, pour vous, c'est ça. Avec le temps. Léo Ferré. Avec le temps va, tout s'en va. Le mot qui vous donne envie de danser, un mot, c'est ça. Il y en a deux, moi, le mot. Oui, il y a slow et volcan. D'accord. Ouais. Bah, slow, je comprends, volcan moins, mais... Attends, à Gaza, qu'est-ce qu'on fait? On danse sur un volcan actuellement, non? D'accord, donc... ok. Ça, c'est l'actualité. L'actualité est terrible, quoi. La chanson sur laquelle vous dansez, c'est celle-ci. C'est un slow. Le mot d'amour que vous préférez, c'est... Viens. C'est ça. Oui, il n'y a pas d'explication. Sans commentaire. La chanson d'amour que vous préférez, c'est ça. On en parlait tout à l'heure. Du E et du A. Le mot ringard que vous adorez, c'est... pain bêche. Oui, c'était ça. On le dit plus. Non, ça se dit plus pain bêche. Je me rappelle quand à l'école, dans mon enfance, on disait « Oh là, cette fille, elle est pain bêche. » Alors, c'est incroyable. Ça veut dire qu'elle s'en croyait, quoi. Elle était un petit peu arrogante, voilà, elle se la pète aujourd'hui. Alors, pain bêche, alors maintenant... Et pour un garçon, ce serait quoi? Alors, ça n'existait pas. Mais maintenant, c'est devenu bêcheur et bêcheuse. Voilà, la pain bêche, c'est le bêcheur et la bêcheuse. Mais il y a beaucoup de mots féminins qui sont péjoratifs pour les femmes, comme pain bêche, par exemple, il n'y a pas de masculin, mais il y a aussi des mots qui sont péjoratifs pour les hommes et qui n'ont pas de féminin. Par exemple, un guignol ou bien un zigoto, il n'y a pas de féminin. Donc ça, il n'y a que les hommes qui sont des zigotos et des guignols. Et la chanson ringarde que vous kiffez, c'est ça. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gaudier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes. Bernard Pivot, j'étais ravi de vous rencontrer et ravi de recevoir ce plateau de quotidien. Au secours, les mots m'ont mangé. C'est du 29 mai au 3 juin au théâtre du Lucernaire. Et le livre, il est là, c'est aux éditions Alary. Merci Bernard Pivot, merci Mahmoud Benchedi. Merci à vous de regarder Quotidien.